Dans l'Europe des XVe et XVIIe siècles, la chasse aux sorcières embrase les consciences et ensanglante les bûchers. De l'Allemagne à l'Espagne, des dizaines de milliers de femmes et d'hommes périssent, accusés de commerce avec le diable. Pourtant, au cœur de cette tourmente religieuse, la France fait figure d'exception. Non pas que le royaume soit épargné par la fièvre sorcellique, loin s'en faut, mais parce qu'il développe progressivement une approche singulièrement modérée de ses persécutions. Cette particularité française révèle une autre facette de notre histoire religieuse, celle d'un pays qui, face aux excès de la foi, sut inventer des garde-fous institutionnels et cultiver un certain scepticisme. Comment les structures politiques et religieuses françaises ont-elles influencé cette approche mesurée, façonnant ainsi un patrimoine judiciaire unique en Europe ? La modération française face à la chasse aux sorcières ne procède pas d'un quelconque humanisme des temps modernes, mais bien de la structure particulière du royaume et de sa géographie institutionnelle. La France du XVIe siècle n'est plus un pays totalement hiérarchisé selon le modèle féodal. Les parlements provinciaux, en principe indépendants, peuvent occasionnellement tenir tête à la couronne. Cette décentralisation judiciaire, héritée de l'histoire religieuse et politique du royaume, crée un système de contrepoids qui tempère naturellement les excès. Le rôle du religieux dans cette architecture est fondamental. L'Église, omniprésente dans la société française, a paradoxalement contribué à cette modération par l'intermédiaire des juristes formés dans ces universités. Ces hommes de loi, nourris de théologie scolastique et de droit canon, apportent une rigueur procédurale qui contraste avec l'arbitraire des justices seigneuriales. Même si l'édit de Villers-Cotterêts de 1539 durcit le droit pénal et autorise la torture, le fait que la justice soit passée entre les mains civiles conduit rapidement à des mesures protectrices. En 1601, un arrêt de Paris interdit les baignades pour faire avouer les sorcières dans les Ardennes. En 1624, l'appel devient automatique à Paris pour toute condamnation capitale. Ces garanties procédurales, impensables dans d'autres royaumes européens, témoignent d'une culture juridique façonnée par des siècles de dialogue entre droit séculier et droit canonique. La France bénéficie d'un atout singulier. Elle connaît la sorcellerie diabolique depuis longtemps et ne s'en effraie plus autant. Dès le milieu du XVe siècle, les affaires du Dauphiné, d'Arras et de Provence ont familiarisé le royaume avec les récits de sabbats et de pactes démoniaques. Cette expérience précoce, née de la proximité avec les Alpes et l'Italie où se développent les premières théories démonologiques, a paradoxalement vacciné la France contre les paniques sorcelliques. Contrairement à l'Allemagne ou aux Pays-Bas espagnols, où la découverte de la sorcellerie moderne provoque des hystéries collectives, la France de la Renaissance a déjà vécu ses premiers émois. L'émotion se répand moins facilement, on s'enflamme moins vite. Cette accoutumance au scandale sorcellique montre un trait profond de la mentalité religieuse française, une certaine capacité à domestiquer le merveilleux, à l'intégrer dans un cadre institutionnel plutôt qu'à le subir. Le diable français, si l'on peut dire, est un diable apprivoisé par des siècles de théologie et de jurisprudence. Il effraie moins qu'ailleurs car il est mieux connu, mieux encadré par un appareil conceptuel et judiciaire rodé. Si la France dans son ensemble fait preuve de modération, cette mesure n'est pas uniforme sur le territoire. Les grandes affaires de sorcellerie se concentrent dans les marges géographiques et culturelles du royaume. L'affaire de Catherine Peyron, brûlée à Montpellier le 9 octobre 1519, illustre parfaitement cette géographie de l'exception. Cette veuve, accusée de maléfice, reconnut avoir gâté le temps, conspiré dans une secte jupitérienne, être allée au sabbat à la synagogue, avoir mangé des enfants et s'être laissée, pardon pour le terme, sodomiser par le diable. Le vocabulaire même de l'accusation révèle la persistance dans le Midi français d'imaginaires religieux archaïques où se mêlent paganisme antique avec la secte jupitérienne, antisémitisme chrétien avec la synagogue pour parler du sabbat et des fantasmes sexuels liés à la possession démoniaque. Ces survivances témoignent un patrimoine religieux complexe où les strates historiques se superposent et créent des zones de tension particulières. Le Pays basque français et espagnol constitue un cas d'étude exemplaire de ces territoires où le religieux prend des formes particulièrement exacerbées.
Entre 1507 et 1539, puis de nouveau entre 1570 et 1596, la région connaît des vagues de persécutions qui révèlent la persistance d'un substrat religieux pré-chrétien particulièrement vivace. Les montagnes basques, longtemps à l'écart de la christianisation intensive, ont conservé des pratiques et des croyances qui, réinterprétées à travers le prisme de la démonologie chrétienne, alimentent les accusations de sorcellerie. Pierre de l'Ancre, alors conseiller au Parlement de Bordeaux, est chargé au début du XVIIe siècle de nettoyer le Pays basque français. Son action montre les tensions entre rationalité judiciaire et ferveur religieuse. De l'Ancre arrive dans une terre qu'il connaît bien, déjà travaillée par les paniques sorcelliques. En 1608, il assiste même personnellement aux troubles démonologiques de Logroño, en Espagne, s'imprégnant des méthodes inquisitoriales hispaniques. Pourtant, face au magnifique sabbat qu'il parvient à faire avouer aux accusés, notamment aux enfants, le Parlement de Bordeaux manifeste rapidement son scepticisme. La présence de nombreux jeunes gens parmi les accusés et l'invraisemblance des récits inquiètent les magistrats bordelais, formés dans la tradition juridique française. Ils décident de ne reconnaître que les affaires où un dommage physique incontestable peut être attribué aux prétendus sorciers, limitant drastiquement les condamnations voulues par de l'Ancre. Cette tension entre l'enquêteur zélé et les magistrats prudents illustre parfaitement la spécificité française. Même dans les régions les plus touchées par la fièvre sorcellique, l'institution judiciaire parvient à maintenir une certaine mesure, tempérant les excès de la foi par les exigences de la preuve. Les travaux d'Albert Saumon sur les archives du Parlement de Paris offrent une vision statistique saisissante de cette modération française. Le ressort de cette juridiction suprême s'étendait sur près de la moitié du royaume, couvrant l'ouest, le centre et contrôlant de nombreuses affaires des régions frontalières, notamment des Ardennes. Entre 1540 et 1670, au cœur de la période de grande chasse européenne, le Parlement de Paris examine 1254 appels concernant les affaires de sorcellerie. Ces chiffres révèlent une réalité saisissante. Sur les 474 appelants qui avaient été condamnés à mort par les juridictions inférieures, le Parlement de Paris ne retint que 104 condamnations capitales, sauvant ainsi la vie à environ 80% des condamnés. Cette statistique exceptionnelle en Europe révèle l'efficacité du système français de modération. La centralisation parisienne, loin d'aggraver les persécutions, les tempère par l'application rigoureuse du droit et par un certain scepticisme des élites judiciaires de la capitale. L'histoire de la sorcellerie en France ne commence pas avec la chasse aux sorcières des temps modernes. Elle plonge ses racines dans les temps mérovingiens, révélant une continuité remarquable dans les rapports entre pouvoir politique et accusations magiques. Grégoire de Tours, dans son Histoire des Francs, nous offre un témoignage précieux sur l'existence quotidienne de pratiques sorcellaires dans l'entourage même du pouvoir royal. Cette sorcellerie mérovingienne n'a plus rien de rural ou de populaire. Elle touche directement les princesses de la cour, révélant combien la magie et la religion s'entremêlent dans l'exercice du pouvoir. On peut distinguer dans les récits de Grégoire deux figures archétypales, les saintes, Clotilde, Radegonde, et les sorcières, Basile, épouse de Childéric, capable d'expliquer les songes, et Brunehaut, soupçonnée de pacte avec le diable. Cette polarisation révèle déjà une conception manichéenne du rapport au surnaturel qui traversera absolument toute l'histoire religieuse française. Frédégonde, l'épouse du roi Chilpéric Ier, cristallise toutes les peurs et les fascinations liées à la sorcellerie féminine au pouvoir. Les chroniqueurs rapportent qu'elle était cliente d'officines de poudre et maléfices, mêlant la politique et la magie dans sa rivalité avec Bruno. Après avoir fait assassiner la reine Galsointe pour prendre sa place, elle accuse ensuite ses propres beaux-fils d'avoir tué 2 de ses enfants avec l'aide d'une affreuse sorcière, prétexte pour éliminer ses rivaux politiques. Ces récits, qu'ils soient véridiques ou légendaires, témoignent surtout l'ancienneté des liens entre sorcellerie et pouvoir dans l'imaginaire français. L'affaire Mumol, survenue en 578, constitue un cas d'école des mécanismes de l'accusation sorcellaire au plus haut niveau de l'État. Ce préfet, haï par Frédégonde, commet l'imprudence de raconter, au cours d'un banquet, qu'il connaît un remède souverain contre la dysenterie. Or, un fils de la reine vient justement de mourir de cette maladie. L'accusation de sorcellerie jaillit immédiatement. Si Mumol connaît le remède, c'est qu'il maîtrise aussi le poison.
La suite de l'affaire montre les mécanismes implacables de cette justice, avec une arrestation de quelques Parisiennes de mauvaise réputation, des tortures, des aveux arrachés de force reconnaissant l'assassinat du jeune prince pour le compte de Mumol. Ce schéma d'accusation politique, de recherche de boucs émissaires dans les classes populaires et d'extorsion d'aveux par la torture traverse les siècles et se retrouve dans les grandes affaires de sorcellerie des temps modernes. Mais cette affaire révèle aussi la dimension profondément religieuse de ces accusations. La dysenterie, une maladie mystérieuse et mortelle, ne peut être que l'œuvre du diable. Le remède proposé par Mumol, au lieu d'innocenter le préfet, l'accable. Dans une société où la maladie est perçue comme châtiment divin ou maléfice démoniaque, prétendre la guérir revient à s'afficher comme détenteur de pouvoir naturel. Cette logique implacable, enracinée dans une vision religieuse du monde où le naturel et le surnaturel s'entremêlent constamment, explique la persistance des accusations sorcellaires à travers les siècles. Comparée à ses voisins européens, la France développe une approche singulière de la chasse aux sorcières, qui montre les traits durables de sa culture religieuse. La centralisation parisienne joue un rôle crucial dans une modération, puisque contrairement aux justices locales qui sont souvent influencées par les paniques populaires et les pressions cléricales, le Parlement de Paris maintient une distance critique face aux accusations de sorcellerie. Cette distance n'est pas un scepticisme athée, puisque les magistrats parisiens croient au diable comme leurs contemporains, mais une application plus rigoureuse des critères juridiques et théologiques qui sont élaborés par des siècles de réflexion savante. Cette histoire de la chasse aux sorcières éclaire d'un jour nouveau l'évolution religieuse de la France. Elle révèle comment s'est progressivement construite une culture de la mesure dans le rapport au religieux, une culture qui caractérisera durablement l'Hexagone. La France apprend, à travers ses épreuves, à domestiquer ses démons au sens propre comme au sens figuré. Et cette domestication passe par l'institutionnalisation. Plutôt que de laisser libre cours aux émotions religieuses populaires, la France développe un appareil juridique et administratif capable de les canaliser. Les parlements, les universités, les corps de magistrats constituent autant de filtres qui épurent les croyances populaires de leurs aspects les plus excessifs. Cette tradition institutionnelle de modération religieuse se perpétuera jusqu'à nos jours, constituant l'un des traits distinctifs de la laïcité française. La construction d'une identité nationale française passe aussi par cette épreuve. Face à la sorcellerie, la France invente un équilibre original entre autorité et tolérance, entre ordre et liberté. Cet équilibre, constamment remis en question mais sans cesse reconstruit, forge une conception particulière du vivre ensemble qui influencera toute l'histoire ultérieure du pays. Alors que nous apprend cette histoire sur les rapports entre religion et pouvoir en France ? Eh bien tout d'abord que la modération française face aux excès religieux ne procède pas d'une indifférence au sacré, mais au contraire d'une familiarité ancienne avec lui. Et ensuite que cette modération est toujours fragile et géographiquement inégale. Les marges du territoire, les zones de contact culturel, les périodes de crise restent propices aux résurgences de l'extrémisme religieux. Cette leçon historique, elle garde toute sa pertinence dans la France contemporaine qui est confrontée à de nouveaux défis religieux et de nouveaux défis culturels. Et enfin, cette chasse aux sorcières montre une facette méconnue mais essentielle de l'histoire religieuse française puisque c'est loin d'être un simple épisode répressif, ça constitue un laboratoire où s'expérimentent et s'affinent les rapports entre pouvoir et croyance et entre institutions et foi populaire. La modération française face à ce phénomène européen témoigne de la précocité avec laquelle le royaume a su inventer des mécanismes de régulation du religieux. Cette histoire nous invite à relire autrement le patrimoine religieux français, non plus seulement comme un ensemble de monuments et de traditions, mais aussi comme un système vivant de rapports sociaux et politiques qui a été constamment remodelé par les crises et les défis. La France de la chasse aux sorcières nous enseigne que la tolérance ne naît pas de l'indifférence, mais au contraire de la connaissance, et que la modération ne procède pas de la faiblesse, mais de la force institutionnelle. Et en ce sens, cette page méconnue de notre histoire éclaire les enjeux contemporains de la laïcité française, parce qu'elle nous rappelle que cette laïcité plonge ses racines dans une longue tradition de gestion modérée du religieux, une tradition qui a été forgée non dans l'hostilité à la foi, mais dans l'expérience séculaire de ses excès et de ses bienfaits. Donc la France de la chasse aux sorcières nous lègue ainsi un patrimoine précieux, l'art de vivre avec ses démons, sans se laisser dévorer par eux.